Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans l'histoire vraiment foisonnante et singulière de Tanger, une ville au destin international qui l'a placée au carrefour des ambitions mondiales pendant presque un demi-siècle. Oui, une histoire tout à fait particulière. Nos sources, elles nous conviennent à un voyage qui commence bien avant le XXe siècle en fait, avec sa reconquête par le sultan Moulay Ismaïl. C'est ça, Et ça nous mène jusqu'à sa réintégration pleine et entière au Maroc indépendant. exactement. L'objectif ici, essayer de saisir les rouages. Comment et pourquoi cette zone internationale a été créée? Qu'est-ce que ça voulait dire au quotidien pour la ville, pour ses habitants? Et puis, en quoi Tanger était si différente du reste du pays? Des questions essentielles pour comprendre cette période. D'ailleurs, pour lancer un peu la discussion, il y a cette manœuvre, je trouve, assez révélatrice de Moulay Ismaïl, bien avant l'officialisation du statut. Ah oui, Pendant le siège de Merdia, qui était tenu par les Espagnols, le commandant négocie sa reddition. Sa vie sauve celle de 2 gradés contre ses 300 soldats. d'accord. Moulay Ismaïl accepte, mais au lieu d'exécuter les soldats comme on pouvait s'y attendre, il les envoie à Tanger, À Tanger, mais pourquoi? parce qu'à ce moment-là, Tanger était assiégé par Moulay Ismaïl lui-même contre les Anglais. Ah d'accord, un coup double. Exactement. Alourdir le fardeau des assiégés anglais et en même temps envoyer un message sur sa clémence potentielle. Ça montre déjà comment Tanger était au cœur d'enjeux très complexes. Absolument. C'est une illustration précoce et assez brillante de la stratégie et de la psychologie qui vont marquer toute l'histoire de Tanger. Ce n'est pas juste un port, c'est déjà un pion essentiel sur l'échiquier régional et même international. Ça préfigure vraiment le rôle unique qu'elle va jouer. Alors justement, analysons ça de plus près. Commençons par les racines de ce statut particulier. Il faut se rappeler, Tanger a été anglaise pendant un temps. Oui, avant la reprise par Moulay Ismaïl, après un siège difficile, effectivement. Et ce passé européen, ces rivalités constantes pour le contrôle du détroit, c'est un peu le terreau sur lequel tout va pousser, non? C'est exactement ça. C'est dans ce contexte de contact permanent, souvent tendu, avec les puissances européennes, qu'émerge une figure comme Ali Ben Abdallah Rifi. Nommé gouverneur du Nord par Moulay Ismaïl, il est spécifiquement chargé des relations avec les étrangers, entre Tanger et Tétouan en fait. Il devient l'interface diplomatique du sultan. Son fils d'ailleurs est envoyé en ambassade à Londres. Et c'est là qu'il y a ce fameux incident des babouches. Ah oui, l'histoire des babouches. On exige qu'il retire ses chaussures traditionnelles à la cour, il rentre humilié. Et Moulay Ismaïl n'apprécie pas du tout l'affront. Non, c'était une question de protocole, de réciprocité, parce que l'ambassadeur anglais avait dû lui aussi se déchausser chez le sultan. C'est la diplomatie par les symboles très importante à l'époque. Mais au-delà de l'anecdote, ce qui se cristallise là, c'est le rôle croissant de Tanger, comme point de contact obligé, la ville des consuls. D'accord. Alors, faisons un saut maintenant au début du XXe siècle. Un événement va vraiment mettre le feu aux poudres. La visite de l'empereur allemand, Guillaume II, en 1905. Ah oui, le coup de Tanger. Il débarque, prononce un discours retentissant où il affirme son soutien à l'indépendance du Maroc et à la souveraineté du sultan. Et ce coup d'éclat, c'est une réponse directe à l'entente cordiale, signée l'année d'avant, en 1904, entre la France et la Grande-Bretagne. Cet accord, il réglait plusieurs différends coloniaux. Paris laissait les mains libres à Londres en Égypte, et Londres connaissait les ambitions françaises sur le Maroc. L'Allemagne se sentait complètement exclue. Donc la visite du Kaiser, c'est une façon spectaculaire de dire « Attention, nous aussi on est là » et de contester cet arrangement franco-britannique. Tout à fait. Et ça mène directement à la conférence internationale d'Algésiras en 1906. On voit bien comment le sort du Maroc devient un enjeu majeur des rivalités européennes. Ça préfigure presque les alliances de la Grande Guerre. C'est fou. Et dans cette entente cordiale, il y avait donc des clauses spécifiques sur Tanger. Oui, 2 clauses fondamentales pour notre sujet. Premièrement, l'Espagne voisine devait obtenir une zone d'influence. Deuxièmement, et c'est capital, les Britanniques exigent que Tanger, à cause de sa position stratégique juste en face de Gibraltar, Ah oui, logique. ne soit ni française ni espagnole, mais bénéficie d'un statut spécial, international. Mais pourquoi cette insistance britannique? Ils avaient pourtant quitté Tanger au XVIIe siècle. C'est purement géostratégique. Depuis qu'ils contrôlent Gibraltar, les Britanniques ne veulent à aucun prix qu'une autre grande puissance, surtout la France, contrôle l'autre rive du détroit. Une zone internationale neutre ou même une présence espagnole jugée moins menaçante leur paraît préférable pour la sécurité de leur base.
Et les Espagnols, eux, ils avançaient quels arguments? Eux, ils invoquaient des droits historiques, leur présence ancienne sur certains points de la côte, en plus de la proximité géographique, bien sûr. D'accord. Ce statut international est donc prévu dès le traité de protectorat de Fès en 1912. Mais sa mise en place concrète, ça prend du temps si je comprends bien. Oui, un temps fou. La Première Guerre mondiale éclate peu après et met tout le projet en suspens. Du coup, pendant plus de 10 ans, de 1912 à 1923, c'est un peu la France qui gère la situation à Tanger de manière informelle. Il faut attendre la fin de la guerre et les règlements de paix. Exactement. Il faut attendre que tout ça soit passé pour que les puissances s'y remettent sérieusement. Le statut officiel de la zone internationale est finalement signé le 18 décembre 1923 par la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. 3 puissances seulement. Il manquait quelqu'un d'important, non? Et l'Italie. Exactement. L'Italie de Mussolini, arrivée au pouvoir en 22, n'a pas été invitée en 1923. Et ça ne passe pas du tout à Rome. Ils estiment avoir droit à leur part d'influence. Alors Mussolini il va jouer la carte de la provocation. Ah oui? Comment? Il utilise des incidents locaux. Par exemple, des Italiens impliqués dans une bagarre sont arrêtés par la police marocaine, le Markzen. Le consul italien proteste avec force. Et pour appuyer ses dires, Mussolini envoie carrément un navire de guerre en rade de Tanger. Une démonstration de force. La politique de la canonnière. Et ça marche? Ça marche. La pression paie. Les trois puissances sont obligées de rouvrir les négociations. Et le 25 juillet 1928, un nouveau statut est signé, cette fois avec l'Italie. On passe de 3 à 4 puissances principales, et l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, Le club s'élargit encore. Il y a de nouveaux géants, États-Unis et Union soviétique, réclament et obtiennent leur place dans les institutions de Tanger en août 1945, à Paris. Tanger continue de refléter les équilibres mondiaux. c'est fascinant cette superposition. Mais alors concrètement, comment on gouvernait cette ville au quotidien? Ça devait être un vrai casse-tête. C'était une architecture institutionnelle d'une complexité rare, oui. Il y avait une assemblée législative internationale qui votait les lois. Une sorte de parlement. Oui, voilà. Un comité de contrôle, qui était un peu l'exécutif, une administration municipale, un système judiciaire mixte pour les litiges entre nationalités ou avec des Marocains, une police internationale, des services publics. Et la zone, elle ne se limitait pas à la ville elle-même. Elle englobait l'arrière-pays, le Haouz, jusqu'aux abords d'Assila au sud et d'Anjra, près de Ceuta, à l'est. Et dans cette assemblée législative, qui siégeait? Ça devait être une mini-ONU. C'est un peu ça, un microcosme des relations internationales de l'époque. 26 membres au total, la répartition était soigneusement calibrée. 4 Français, 4 Espagnols, 3 Britanniques, 2 Italiens avant leur exclusion temporaire après la guerre, un Américain, un Belge, un Hollandais, un Portugais. Et les Marocains? Ah oui, point essentiel. Il y avait une représentation marocaine significative, 6 membres musulmans et 3 membres juifs. Imaginez les débats multilingues, les traductions constantes, les compromis. Ça devait être quelque chose. Et la police? Mixte aussi? Oui, composée d'agents de différentes nationalités, y compris des Marocains. C'était une grosse différence avec les autres zones. Et pour le commandement, il y avait un principe de rotation des nationalités, pour éviter qu'une seule puissance domine. Et le sultan dans tout ça? Il avait encore un rôle? Il conservait une souveraineté symbolique. Il était représenté par un mandoub, un délégué personnel. C'est lui qui présidait l'Assemblée législative et qui était l'interlocuteur des autorités internationales. Des personnalités comme Mohamed Tazi ou Ahmed Benabou ont occupé ce poste important. D'accord. Venons-en à la vie quotidienne. Pour un habitant marocain de Tanger, qu'est-ce que ce statut changeait par rapport à, disons, Fès ou Tétouan? C'est une différence fondamentale. Les Marocains de Tanger n'ont jamais été soumis au statut de l'indigénat. Ah oui, ce régime discriminatoire des zones françaises et espagnoles. Exactement. À Tanger, les Marocains avaient un statut plus proche de celui de citoyen. Droits plus étendus, possibilité d'intégrer la police, d'être fonctionnaire dans l'administration internationale. Les lois votées par l'Assemblée s'appliquaient en théorie à tous. Et sur le plan économique, c'était aussi un monde à part. Totalement. C'était une zone franche intégrale. Duty-free avant l'heure, aucune taxe douanière. Un paradis pour le commerce, donc. Oui, mais aussi pour toutes sortes de trafics. Contrebande d'or, d'armes, de devises, un paradis fiscal et un carrefour monétaire incroyable. Toutes les devises circulaient et s'échangeaient librement.
On pouvait payer en pesetas et recevoir sa monnaie en francs ou en livres. C'est sans doute de là que vient cette image un peu mythique de Tanger, ville cosmopolite, libre, un peu interlope. Refuge d'artistes, d'espions, de trafiquants. Absolument. Ce statut unique a attiré une population extrêmement diverse. Européens de toute nationalité, américains, mais aussi levantins, réfugiés politiques. Ce brassage, combiné à une certaine liberté de mœurs et à l'absence d'un contrôle étatique unique et rigide, a créé une atmosphère très particulière. Ça a aussi attiré, il faut le dire, des réseaux criminels, favorisé des activités illicites. L'imaginaire collectif retient aussi la prostitution, y compris européenne, la fameuse traite des blanches. Mais il faut nuancer ce tableau, j'imagine. Oui, il faut nuancer. Démographiquement, les Marocains sont toujours restés majoritaires. Et la communauté étrangère la plus nombreuse, de loin, c'était les Espagnols. Ce qui explique pourquoi l'espagnol était si présent dans la rue comme langue véhiculaire, même parlé par beaucoup de Marocains. Mohamed Choukri en témoigne bien dans ses écrits. Ce statut international a quand même connu de sérieuses secousses. On pense à l'occupation par Franco pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, un épisode très révélateur. Profitant de la défaite française de 1940 et du chaos mondial, Franco décide unilatéralement de mettre fin au statut. En novembre 1940, les troupes espagnoles occupent Tanger et l'annexent purement et simplement à la zone espagnole voisine. Et les institutions internationales? Dissoute. Oui. Le mandoub du sultan est expulsé, les institutions dissoutes, la loi espagnole est appliquée. Cette parenthèse dure jusqu'en octobre 1945. Sous la pression des alliés vainqueurs, Franco doit retirer ses troupes et le statut international est rétabli. Un autre moment clé, c'est le discours du sultan Mohamed V à Tanger en 1947, souvent vu comme un tournant vers l'indépendance. Ah oui, un événement d'une charge symbolique énorme. Déjà, le voyage lui-même. Le sultan qui traverse la zone espagnole en train spécial depuis Rabat, c'est une affirmation de l'unité du royaume. L'accueil populaire est immense. Il y a d'ailleurs cette anecdote assez drôle rapportée par les sources. Ah oui? Le poète Sibrahim El Alami, qui était dans le cortège, a écrit une qasida, un poème satirique, sur la très mauvaise qualité du repas servi dans un restaurant municipal de Tanger. Une critique gastronomique avant l'heure. Mais revenons au discours du 7 avril 1947. En quoi c'est une rupture? La rupture est politique. Pour la première fois dans une allocution officielle de cette importance, le sultan Mohamed V omet délibérément toute référence positive à la France. Il ne fait pas les remerciements habituels? Non, pas les hommages que le résident général français lui faisait insérer dans ses discours. En choisissant Tanger, ville internationale hors de l'autorité directe du résident, il profite de cette tribune pour affirmer une position nationaliste forte. Il plaide pour le droit du Maroc à retrouver sa pleine souveraineté. C'est le début d'un changement de ton radical vis-à-vis de la France, dans ce contexte d'après-guerre, des idéaux de la charte de l'Atlantique, de la rencontre avec Roosevelt. Et il y a aussi le discours de sa fille, Lala Aïcha. Oui, autre symbole fort, la princesse Lala Aïcha prononce elle aussi un discours, tête nue, appelant à l'émancipation des femmes marocaines, modernité et nationalisme mêlés. Alors comment tout ça se termine? Logiquement, avec l'indépendance du Maroc en 1956. Oui, l'indépendance proclamée en mars 1956 par la France, puis en avril par l'Espagne, scelle le sort du statut international. Mais, là encore, la transition se fait par étapes. Mohamed V multiplie les actes symboliques forts. Il fait détruire les postes frontières entre les anciennes zones. Geste très fort, oui. Puis, il se rend en visite officielle à Tanger le 10 octobre 1956. Il affirme la pleine souveraineté marocaine sur la ville avant même l'abrogation formelle du statut. Mais le transfert administratif effectif, ça prend encore un peu de temps? Il faut attendre le 1er janvier 1957 pour que Tanger soit pleinement et juridiquement réintégré au Maroc unifié. Ça demande des négociations complexes entre le gouvernement marocain et toutes les puissances qui participaient encore à l'administration. France, Espagne, Royaume-Uni, Italie, USA? Belgique, Pays-Bas, Portugal, oui, tout ce monde-là. Il fallait démanteler cet appareil administratif unique au monde. Ça illustre bien la complexité de la décolonisation marocaine avec cette fragmentation territoriale et juridique. Ce parcours à travers l'histoire de Tanger nous révèle vraiment une trajectoire absolument unique. Un statut international né des rivalités européennes, une gouvernance multipartite incroyablement complexe. Et une réalité quotidienne pour tous ses habitants profondément différente de celle du reste du Maroc. C'est ça.
Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir à quel point cette histoire, stratifiée, cette position géographique unique, ont durablement forgé l'identité de Tanger. C'était une sorte de laboratoire de la mondialisation avant la lettre, quoi, un carrefour où se sont mêlés les peuples, les capitaux, les idées, avec les opportunités et les tensions que ça implique. Et pour ouvrir une dernière piste de réflexion, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette période Tanger, l'héritage concret de Tanger l'international? Il y a des traces architecturales, bien sûr, comme ce palais de Moulay Hafid, racheté par Mussolini pour en faire une école italienne et qui abrite, paraît-il, toujours un restaurant italien. Ah oui? Mais il y a aussi des héritages moins visibles, comme cette anecdote économique. Avant que l'IOT ne crée l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, pour nationaliser cette ressource, Oui. des compagnies italiennes prospectaient déjà activement le phosphate marocain. Ces échos du passé nous rappellent que l'histoire internationale de Tanger est gravée dans ses pierres, mais aussi dans son économie, dans sa culture. Une histoire vraiment fascinante. Merci pour cette plongée éclairante dans ce passé si singulier de Tanger. Merci à vous.